force d'opposition en plein dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux, c'est pas à la hauteur de ses fonctions. Et je pense que M. Dupond-Moretti n'est clairement pas à la hauteur des fonctions qui sont les siennes en tant que ministre de la Justice. Christophe Barbier sur le plateau avait envie d'intervenir. Oui, parce qu'il y a deux choses que vous avez dites, Monsieur Bompard, qui me semblent inexactes. Jean-Paul Delescaux, le patron de la CGT du Nord, qui a été condamné pour un tract qui disait ceci: les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, c'est-à-dire le 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. C'est pour ça qu'il a été condamné. On ne peut y voir clairement qu'une seule analyse. Israël est responsable du 7 octobre, quelque part bien fait pour Israël. Vous ne pouvez pas dire que c'est anodin et que cette condamnation est illégitime. Par ailleurs, le communiqué du groupe La France Insoumise auquel vous faisiez allusion... Attendez, je termine et je vous rends la parole sur ces deux points. Ce communiqué parle, après le 7 octobre, c'est un communiqué qui est publié très vite dans la matinée ou la journée du 7 octobre, ce communiqué dit « les forces armées palestiniennes ». Vous savez bien ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir dit le Hamas, groupe terroriste, dans ce communiqué. Et vous ajoutez qu'il y a des occupations israélienne en mettant Gaza dans ce communiqué. Depuis 2005, il n'y a plus de troupes israéliennes à Gaza. C'est cela aussi qui était reproché et que Mathilde Panot a sans doute pu éclaircir au commissariat. Non mais Monsieur Barbier, que vous ne partagiez pas les positions qui sont les nôtres, c'est votre droit. Mais sur les deux exemples que vous venez de donner, en quoi cela constituerait-il une forme d'apologie du terrorisme? Est-ce que dans le tract que vous avez cité, ou est-ce que dans le communiqué de presse que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a quelques propos qui glorifient les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre? C'est ça l'apologie du terrorisme, ce n'est pas Barbier. glorifier. Vous avez le droit de ne pas partager... Ah bah si, bien sûr, monsieur Barbier, bien sûr que c'est ça. Donc si vous avez le droit de pas être d'accord avec notre analyse, j'ai vu sur le plateau de BFM il y a quelques semaines que vous disiez qu'il n'y avait pas de colonisation en Cisjordanie, contrairement d'ailleurs à ce que dit le droit international. J'ai dit que les Israéliens parlaient de la Judée-Samarie et pas de la Cisjordanie. C'est votre point de vue. Et moi, je ne vous menace pas de vous poursuivre devant les tribunaux pour cela, vous voyez. Et pourtant, je suis en radical désaccord avec vous. On n'est pas convoqué devant un juge d'instruction. La police permet justement à ceux qui sont incriminés par le débat public de s'exprimer. Vous dites, monsieur Bompard, que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais moi, j'ai entendu Rima Hassan dire ce matin, j'ai enfin pu m'exprimer. Donc, quelque part, venir sur ce terrain de la justice, de l'enquête, au dehors du tohu-bohu politique et médiatique, c'est vous donner l'occasion de vous exprimer. De la même manière qu'à Lille, quand il y a eu la décision de l'université pour des raisons d'ordre public de ne pas laisser la réunion se faire, il y a eu des expressions devant les caméras des leaders, il y a eu un rassemblement en plein air. Est-ce que vous ne renversez pas trop facilement ça? Le débat public n'est pas apaisé, notamment parce que la France Insoumise à l'Assemblée a développé une stratégie qu'elle assume de tohu-bohu, de ce que Darmanin appelle la bordélisation, c'est-à-dire de réchauffer le débat. Mais non, mais un commissariat, dans des si commissariats. ça passe par un commissariat, c'est qu'il y a eu des plaintes. C'est qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés, agressés, menacés par des propos. Ils portent plainte. Alors ces plaignants-là, faut pas les écouter, il faut leur dire votre plainte ne compte pas. J'aimerais qu'on entende Manuel Bompard. Vous y voyez-vous derrière la main du gouvernement, c'est ça? Ben, j'ai déjà répondu à votre question, mais je veux réagir quand même à ce qui a été dit sur le plateau. C'est stupéfiant. Maintenant, en quelque sorte, selon Monsieur Barbier, on devrait remercier Monsieur Dupond-Moretti de nous convoquer ou d'avoir demandé au procureur de la République de donner suite aux plaintes qui ont été déposées pour pouvoir venir s'expliquer devant les commissariats. Mais vous, Monsieur Barbier, vous pouvez tenir des propos à longueur de journée à la télévision. Personne ne vous demande d'aller vous expliquer devant un commissariat. J'ai pas besoin d'aller devant un commissariat pour expliquer les positions qui sont les miennes. C'est le débat démocratique. Et ensuite, il y a des élections. C'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Mais il n'y a pas eu de plainte contre les propos, pardonnez-moi, il n'y a pas eu de plainte contre les propos de Christophe Barbier sur ce plateau. Que répondre aux plaignants? Vous les entendez, ces plaignants? Que leur répondre? Mais heureusement qu'à chaque fois qu'il y a un dépôt de plainte, ça ne se traduit pas immédiatement par le fait qu'on va auditionner les personnes qui sont victimes de cette plainte. Parce que moi, je peux tout à fait demain déposer une plainte contre vous pour avoir contesté le fait qu'il existait une colonisation en Cisjordanie. Et si ça devait être le cas, peut-être que vous ne seriez pas auditionné parce que le procureur de la République peut décider tout simplement que cette plainte est sans objet et sans effet. S'il y a des auditions, c'est bien qu'il y a une décision d'un procureur pour que ces auditions aient lieu. Toutes les
les plaintes ne donnent pas forcément lieu à une convocation devant le commissariat. Monsieur Barbier, ne faites pas comme si vous ne le savez pas. Pour le reste, il n'y a pas de problème à avoir ce débat de manière apaisée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté très claire, à l'initiative de laquelle il y a un certain nombre de lobbyistes pro-israéliens. C'est le cas des associations qui ont déposé plainte contre Mathilde Panot et contre Rima Hassan, parce qu'ils ne supportent pas qu'on puisse dire dans le débat public que les actions qui sont commises par monsieur Netanyahou et l'armée israélienne aujourd'hui à Gaza sont des crimes de masse, des massacres horribles et qu'ils doivent s'arrêter immédiatement. Et le problème, il est là aujourd'hui, c'est que dès que des voix s'expriment pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, dès que des voix s'expriment pour demander la paix, il y a une tentative de les faire taire, par exemple en les menaçant sur les réseaux sociaux, j'en ai été victime, par exemple en déposant des plaintes et en faisant une forme d'harcèlement judiciaire, par exemple en venant pour essayer d'empêcher de tenir des réunions publiques, des conférences ou des meetings. Tout à l'heure, vous me disiez la conférence, c'est normal, elle a été annulée parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public, la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'université de Lille. Pardonnez-moi, quand monsieur Macron fait une conférence à la Sorbonne la semaine dernière, il y a bien des manifestations qui s'organisent devant, et pourtant on est tout à fait capable de les sécuriser pour que monsieur Macron puisse tenir sa conférence. Alors pourquoi ce qui est vrai pour monsieur Macron ne l'est pas pour monsieur Mélenchon ou pour madame Rima Hassan? Pour quelle raison? Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Bompard, si vous deviez reformuler ce communiqué du 7 octobre... Répondez à ma question, pour quelle raison? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore président de la République, mais est-ce que vous reformuleriez votre communiqué du 7 octobre? Donc le président de la République peut s'exprimer dans les conférences, mais pas ses opposants politiques? Oui, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a une institution, et Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à Sciences Po, etc. Puis on l'entend beaucoup. Vous avez la parole, c'est très bien. Mais pas à l'université de Lille. Je voudrais revenir sur ce communiqué du 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre communiqué, monsieur Bompard, plutôt que de dire force armée palestinienne, LFI écrirait groupe terroriste Hamas? Est-ce que vous le feriez, cela? Mais monsieur, je ne vais pas réécrire le communiqué du 7 octobre et je ne suis pas là pour en répondre devant vous. Je vous dis simplement que les termes qu'il y a dans ce communiqué, que j'approuve totalement, ne sont pas des termes qui font de l'apologie du terrorisme, et qu'il est complètement hallucinant que ce communiqué, enfin je sais pas, que les gens qui sont sur votre plateau et les gens qui nous écoutent vont sans doute le lire, et que l'un d'entre eux me dise qu'il ne tombe pas de sa chaise pour qu'on considère que les propos qui sont, les mots qui sont contenus dans ce communiqué font de l'apologie du terrorisme. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste, donc. Mais vous ne diriez toujours pas que le Hamas est un groupe terroriste. J'ai déjà répondu 15 fois à cette question. Moi, je vais vous dire, madame, je suis fatigué. Mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises que le mode opératoire utilisé par le Hamas était un mode opératoire terroriste. Je n'ai aucune difficulté à le dire. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais je vois bien qu'en vérité, il y a une tentative dans le débat public, une forme de paresse intellectuelle et une volonté en permanence de sauter d'une polémique à une autre sur les mots, les tweets, les phrases qui sont utilisées et qui ne sont pas utilisées, pour faire en sorte qu'on ne parle pas du sujet principal. Et le sujet principal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes à Gaza sous les armes de l'armée israélienne, qu'il y a une impuissance et une forme d'inaction totale des autorités, de la communauté internationale et du gouvernement français en particulier, et que ça révolte des gens dans notre pays, que ça révolte beaucoup de gens, que ça révolte des étudiants qui ont envie de se mobiliser, et que quand ils se mobilisent, plutôt que d'essayer de les faire taire, de les réprimer, de les convoquer au commissariat, il faudrait plutôt essayer de les écouter et faire en sorte que la France, elle joue enfin son rôle, qu'elle agisse pour faire en sorte que ces massacres s'arrêtent le plus rapidement possible. Voilà, et on peut à la fois dire que les actions qui ont été commises le 7 octobre sont insupportables, et à la fois dire qu'ils ne peuvent en aucun cas justifier le fait qu'on tue des dizaines de milliers de personnes, plus de 10 000 enfants qui sont morts aujourd'hui à Gaza, et que la France doit faire beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais dès qu'on essaye de dire ça, on essaye de nous empêcher de le dire pour nous faire parler d'autres choses, nous demander de nous expliquer sur pourquoi on a utilisé tel mot, pas telle phrase ou pas tel mot. Et ben ça, c'est insupportable. Les mots sont également importants. On doit pouvoir dénoncer ce qui se passe là-bas. Une question, et on va venir dans un instant à ce qui se passe dans les universités également, parce que ça se répand un petit peu. Mais une question sur le timing. Effectivement, est-ce qu'il y avait urgence à les convoquer, aller à un mois maintenant des élections européennes? Est-ce que le timing n'est pas un peu surprenant, Christophe? Il faudrait que la justice nous dise comment elle a procédé. C'est-à-dire, quand les plaintes sont reçues assez vite au mois d'octobre, est-ce qu'on convoque tout de suite, ou est-ce qu'on fait d'abord une exploration pour voir s'il y a matière à convoquer? C'est peut-être tout cela simplement que la justice a pu mettre en avant. Après, le timing, il est à la fois embêtant parce que ça tombe dans une campagne européenne, et en même temps,
ça permet à ceux qui font campagne de mettre en avant leurs arguments. Rima Hassan, depuis 3 semaines, est une figure connue de la France entière et elle peut développer ses arguments. Donc cette idée de la censure, de l'oppression, de la fin de la liberté d'expression, non. C'est quelque chose qui fonctionne comme un boomerang et celui qui s'en dit victime s'exprime plus que jamais. Tout simplement parce qu'on est dans une démocratie. On a aussi, par exemple, des organisations internationales qui travaillent sur les questions de droits humains, notamment Amnesty International, qui a rendu son rapport le 24 avril dernier et qui a l'air... non, il est pas contesté. Enfin, tout comme. Tu parles d'un risque génocidaire. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Non, je parle de la question de la liberté d'expression. Oui, dans le rapport annuel, ils disent qu'ils alertent sur les risques d'entrave à la liberté d'expression et que cette question, en fait, de la nécessité de poser dans le débat public les choses, est-ce que ça doit passer par la justice? Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est les discours de haine, les discours xénophobes, et voilà. Donc cette question-là, évidemment, en fait, qu'elle doit être posée. Comment faire en sorte de ne pas entraver la liberté d'expression, de surcroît quand on est dans une parole politique, sinon en fait on va se retrouver avec le risque, c'est quoi? C'est une police de la pensée de surcroît quand on est face à des élus. Mais on est face à une flambée d'actes antisémites en France comme on n'a pas connu depuis 1945.